Aujourd'hui, nous allons parler de la politique. C'est quoi la politique? C'est quoi la droite, la gauche, les partis politiques? Mais avant, je vous souhaite une bonne fête des morts. Au Cambodge, nous fêtons le Chun Ben. C'est une fête religieuse importante car durant cette période, Yama, le dieu, le gardien des enfers, libère les âmes emprisonnées à cet endroit pendant 15 jours pour qu'elles puissent retrouver leurs descendants et ensemble, par leurs bonnes actions, se réincarner en dehors des enfers. C'est une chance qu'on leur donne pour se racheter. À méditer. Alors je commence mon introduction. À quoi sert la politique? C'est quelque chose qu'on a le droit de se poser comme question. Je vous rappelle qu'en 2005, le peuple français a décidé de voter contre l'adhésion de la France au traité de Maastricht sur l'adhésion à l'Europe. C'était sous Chirac, puis sous Sarkozy, quelque temps après, la France a adhéré au traité. Donc, à quoi ça sert de voter? Vivons-nous dans une démocratie? Le vote du peuple a-t-il une importance? Et en ce moment, les Russes organisent un référendum dans les territoires, entre guillemets, dits libérés, les territoires russophones et russophiles, a priori, pour l'adhésion de ces 10 territoires à la grande patrie russe, à l'Empire russe. Et là, les démocraties qui ont elles-mêmes rejeté le vote des Français en 2005 critiquent, disent que ça sera truqué, que ça ne vaut rien, que patati patata. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. C'est même pas le problème n'est même pas là de savoir si c'est ça un vote légal ou pas légal, etc. C'est le deux poids, deux mesures qui est gênant. Et c'est d'ailleurs ce deux poids, deux mesures qui est tout le temps gênant. C'est cette malhonnêteté de toujours se croire irréprochable et de critiquer les autres. Alors, à quoi sert la politique si nous votons, mais que nos dirigeants n'en tiennent pas compte? Ça, c'est légitime de s'interroger, mais nous avons en ce moment même l'exemple de la Suède, qui, par le vote démocratique, vient de basculer, après, je ne sais pas moi, 40, 50 ans, 60 ans, d'un régime de gauche social-démocrate à une assemblée maintenant majoritairement de droite et d'extrême droite. Alors, je rappelle, etc., l'extrême droite d'aujourd'hui n'est pas celle de Hitler en 1940. Il y a de graves problèmes d'immigration en Suède, je suis bien placé pour en parler, car ma maman, pour qui je vais prier, pour qu'elle puisse se réincarner dans une sphère supérieure durant cette période de Chun Ben, était suédoise. Donc je connais un peu la Suède, pour y avoir été durant toute ma petite enfance, en vacances, et sur une période un peu plus longue à un moment donné, où j'ai été un peu à l'école là-bas. Alors, ce basculement a été bien porté par le vote. Donc le vote compte, donc la démocratie fonctionne. Alors oui, les pays du Nord sont peut-être un peu plus démocratiques que les pays du Sud, peut-être, et encore. La Suède a été le laboratoire du wokisme, le laboratoire de la social-démocratie, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps. L'immigration massive qu'il y a en Suède, les statistiques disent %, mais c'est largement plus à mon avis, notamment dans le sud de la Suède, dans certaines villes, où le grand remplacement a eu lieu, enfin plutôt le grand remplissement a eu lieu. Et là, il y a vraiment des problèmes graves, puisque c'est une immigration qui ne s'intègre plus. Elle apporte avec elle sa façon de vivre. Donc voilà, à suivre de près la Suède. Donc le vote sert, a priori. Et là, aujourd'hui, nous sommes le dimanche
25 septembre ou 26, je ne sais plus. Et il y a les élections en Italie, où, pareil, la droite et l'extrême droite vont très certainement prendre le pouvoir avec tout ce que cela va impliquer pour l'Italie, qui est un grand pays européen. Hein. Ne pas sous-estimer l'Italie, parce que c'est ce que nous, Français, avons tendance à faire. C'est une grande industrie, beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises, bien sûr dans le Nord, mais voilà, c'est un basculement important. À tel point que Gertrude, oui, Gertrude, c'est Madame von der Leyen, hein, parce qu'elle s'appelle Ursula Gertrude von der Leyen. Donc Gertrude a menacé le peuple italien de c'est pas bien de voter à droite, c'est pas bien de ne pas suivre les ordres de la synarchie européenne. Et si vous ne suivez pas les ordres, comme ce méchant pays qui est l'Ukraine, et même un peu la Pologne, hein, parce qu'ils rejettent la gay pride, le wokisme, etc., ils ne sont pas dans les rangs, eh bien, on ne va pas vous donner d'argent. Hein. Vous allez souffrir, on va vous couper le gaz, on va vous couper tout. Voilà ce dont cette personne, qui est, je rappelle, élue par personne, on ne sait pas qui c'est, hein, menace des pays. C'est quand même assez incroyable dans notre belle démocratie européenne. Alors, le vote sert, a priori, toujours, mais en France, particulièrement, c'est ce dont je vais parler en particulier, effectivement, Macron a été réélu. Alors, on se demande à quoi ça sert de voter, vu qu'il y a une abstention générale, et que c'est toujours les mêmes, la même politique qui gagne sans cesse. Et là, nous arrivons justement au problème des partis politiques, au problème de la politique en général, de la gauche et de la droite, ces concepts. Même si Macron a essayé de se dire ni de droite ni de gauche, hein, dans une sorte de révolution politique, hein, comme il l'a écrit dans son livre, c'est un homme de gauche. Alors, je vais vous mettre un petit schéma que j'ai fait, qui vaut ce qu'il vaut, hein, c'est difficile de simplifier, mais vous aurez la possibilité de comprendre un peu, parce que j'ai mis du temps à essayer de définir la gauche et la droite, parce que moi-même, je me suis toujours plutôt défini plutôt à gauche, c'est-à-dire anti-bourgeois, dans le sens du bourgeois qui ne veut pas partager son capital, cet égoïsme bourgeois qui a peur, qui garde son capital au chaud au lieu de l'investir. Voilà, donc ça c'est bon. Après on y reviendra dans la partie plus politique, mais je me suis quand même décidé à me dire de droite, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de mettre le schéma, donc on va commenter, je vais vous lire quelques petites notes de Monsieur Evola, Julius Evola, qui, je le rappelle, est un homme de la tradition comme Guénon et qui n'a jamais adhéré au parti fasciste. Alors, comme c'est d'actualité avec l'Italie, parce que c'est un soi-disant néo-fasciste qui va remporter les élections, je vais vous parler un peu, enfin, je vais vous lire un peu Evola. Donc, il a écrit 2 livres, un sur c'est la droite qui critique le national-socialisme, qui est de gauche, hein, ça, il faut être clair, et le fascisme qui peut être dit de gauche, mais en réalité, il est de droite. Et je vous l'expliquerai plus dans le détail après avec mon schéma. Mais là, je vais vous lire un peu les choses. En 1934, Hitler livra les paroles suivantes. Hein. C'est donc tiré de son livre, que je mettrai les liens en descriptif. L'homme nouveau est au milieu de nous, il est là. Vous voyez, il parle de l'homme nouveau. Cette idée du surhomme un peu, même si Nietzsche n'était pas dans ce concept-là, mais voilà, c'est l'homme nouveau, on fait un nouvel homme, hein, c'est le messianisme terrestre, c'est toutes ces idées de rendre l'homme augmenté, le transhumanisme, etc. Donc ça, ce sont des idées de gauche, hein, puisqu'il n'y a plus de Dieu dans la gauche, il n'y a plus de spiritualité supérieure. Donc ça, c'est ce qu'on va définir, dans le schéma, vous le retrouverez, par le mot allemand, alors excusez-moi pour la prononciation, Weltanschauung, Weltanschauung. Alors ça, c'est un terme qui est compliqué à traduire parce que ça regroupe beaucoup de concepts. C'est un peu l'homme nouveau, l'homme recréé, etc. Et ça, c'est un concept du national-socialisme. Hein.
Et c'est vraiment une idée de gauche, c'est un messianisme terrestre, c'est un messianisme de l'homme nouveau qu'il faut fabriquer. Il faut déconstruire et fabriquer le nouvel homme sur des bases d'idées racialistes, racistes, etc. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est important à comprendre. Et ça, c'est pas du tout une idée de droite. L'idée de la droite, au sens de la tradition, hein, elle est au contraire dans la croyance de quelque chose de supérieur à l'homme. L'idée de vouloir transformer l'homme en Dieu terrestre, hein, parce que c'est ça le transhumanisme, c'est une fausse idée, c'est une idée de gauche. Enfin, pour moi, après, libre à vous de faire ce que vous voulez, hein. C'est une fausse idée. C'est l'idée aussi du SS, de Himmler. Hein. C'est l'idée d'une race supérieure. Alors, bien sûr, aujourd'hui, elle n'est plus raciale, mais c'est l'individu supérieur. Mais à l'époque, elle était raciale. À l'époque, on était toujours dans les idées du 19e siècle, hein, du volkisme, etc. Alors, mais ça reste, ça reste même dans l'idée de l'hitlérisme, hein, qui, je rappelle, a rejeté le catholicisme, le protestantisme, il l'a un peu gardé, mais bon, c'était un retour à la nature, c'était un retour aux dieux païens même, dans un concept délirant, hein, pseudo-délirant, hein, parce qu'en réalité, nous, aujourd'hui, on ne connaît rien des anciens dieux, rien n'a été vraiment écrit, gardé, mais chez les Celtes ou les Germains, on sait en réalité extrêmement peu de choses. Chez les Grecs et les Romains, oui. Bon, on peut dire que ça ressemblait un peu, mais voilà, on n'a pas une très bonne... Et donc, ça, c'est toute l'idée de la division SS, de la division scientifique SS, hein, vous savez, l'année d'Herbe, qui devait rechercher l'ancêtre germain et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ces idées, et voilà, critique fortement le national-socialisme, parce que pour lui, c'est tout à fait de gauche, d'accord? C'est une idée tout à fait de gauche, puisque il n'y a pas de transcendance. Hein, c'est l'homme nouveau, c'est la création de l'homme moderne, c'est le modernisme, c'est toutes ces idées-là, d'accord? Que vous reverrez dans le schéma. Toutes ces idées-là sont de gauche, fondamentalement de gauche. Hein, la déconstruction, le modernisme, la synarchie mondiale, l'État mondial. Hitler n'était pas du tout un nationaliste au sens de la droite, il voulait créer une Europe fédérée. Sous tutelle allemande, bien évidemment, mais c'est ce qui existe aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que tous les grands fondateurs de l'Europe d'aujourd'hui sont des anciens cadres du parti hitlérien. Hein, l'idée est restée. Le grand rêve d'Hitler, c'était de faire une alliance WASP avec les Anglais, les Américains et les Allemands. Hein, les Hollandais, les Français, genre 10% vers le nord de la France, hein, parce que le reste, c'est les Arabes hein, pour lui. Et donc c'était cette grande idée de fédération. Voilà. Oui. Il y a eu le fascisme italien, il y a eu le fascisme espagnol et portugais. Mais croyez-moi, Hitler aimait bien Mussolini, mais c'était quand même des sous-races hein, pour lui. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc voilà, le national-socialisme est purement de gauche, et c'est toutes les idées de l'Europe d'aujourd'hui sont imprégnées de cette idée-là, c'est-à-dire d'une fédération globale avec l'Allemagne en tête, qui dirige, et dans une idée de transhumanisme, dans une idée de créer l'homme nouveau, dans cette idée tout à fait folle de refabriquer l'homme, de refaire l'homme dans un concept nouveau. Hein, c'est toutes les idées de la déconstruction, du modernisme, et ce qui est défini par le Weltanschauung, c'est-à-dire la fabrication d'un homme nouveau, hein, l'homme moderne. L'homme supérieur, l'homme augmenté, le transhumanisme, etc. Et ça, c'est totalement en opposition avec les idées de la droite, et notamment de la droite traditionnelle. Voilà. Alors maintenant, sur le fascisme, je fais un petit aparté, parce que un parti fasciste va être élu en Italie. Alors, le fascisme est de droite. Voilà, j'ai mis du temps à le comprendre, à l'accepter, parce que moi, je me définissais de gauche, dans le sens du social, du peuple, contre les élites, entre guillemets, et j'y reviendrai après, dans la partie philosophique et politique. Mais là, dans l'introduction, je vais terminer sur Evola et le fascisme vu par la droite. Alors, Evola définit le fascisme comme étant totalement différent du national-socialisme, car déjà, il ne cherche pas à créer, même s'il y a des idées modernisme dans le fascisme, bien évidemment, hein, parce que le modernisme est un concept fait par un Italien, dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai, et qui a été repris ensuite par les communistes, hein, par les trotskistes, c'est-à-dire cette idée du modernisme, de la vitesse, de la destruction pour reconstruire dans une violence délirante, on va dire.
la droite, en fait, l'esprit conservateur, c'est tout à fait à l'opposé de ça. Et les fascistes, ils n'étaient pas dans ces idées folles. Ils ont un peu adhéré à certaines idées de modernisme parce que c'était l'ère moderne qui arrivait. On bascule du 19e siècle quasiment au 20e siècle à cette époque-là. Mais ça reste un parti de droite dans le sens qu'il est conservateur. Mussolini fait une concorde avec l'Église catholique, à la grande déception des Volats qui sentaient que l'Église était déjà en train de changer pour devenir un outil politique mondialiste, ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a perdu son côté traditionnel, puisque, entre guillemets, l'Église mondiale, c'est un fourre-tout, on va dire. Mais bon, il l'a accepté, Mussolini a fait cette concorde avec l'Église catholique, et Mussolini n'était pas du tout contre la religion, l'idée d'une transcendance supérieure spirituelle, bien au contraire. Et il a soutenu Evola, qui a été critiqué par une partie de l'extrême droite. Non, alors pas de l'extrême droite, une partie la plus à gauche du fascisme. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vous mettrai des livres que vous pourrez lire. Mais ce que je vais vous citer, par contre, c'est un petit extrait qui vous donnera une idée. C'est l'extrait de l'introduction, hein, donc c'est pas de l'Evola. Hein. C'est l'introduction dont j'ai oublié l'auteur, mais c'est intéressant, c'est un bon résumé. Voilà. Alors, Evola explique que les principes d'une vraie droite est un État central, fort, qui crée une nation et son peuple, et non l'inverse. Ça, c'est important à comprendre. Au centre moral et politique des meilleurs États se trouve un roi, le Rex, donc ça c'est du pure tradition, hein, mais qui peut toutefois être transformé par un chef, par un dux, pour administrer l'État. Un leadership central fort n'altère pas et en fait encourage la subsidiarité, d'accord, ou le fédéralisme, où la plupart des décisions et des activités politiques se produisent à des niveaux inférieurs appropriés. Donc ça c'est important de comprendre, hein, parce que ce n'est pas du tout une dictature, hein, dans le sens d'Evola. Hein. C'est un État fort, mais qui délègue des centres de pouvoir au niveau fédéral. Alors, attention, on parle d'une nation, hein, on ne parle pas de l'Europe, hein, par exemple, ne confondez pas. La subsidiarité ou le fédéralisme, où la plupart des décisions et des activités politiques se produisent à des niveaux inférieurs appropriés. Pardon, excusez-moi, j'avais déjà lu. La subsidiarité n'implique pas la démocratie. Alors attention, le royaume ou le domaine de la quantité. Donc ça, c'est du Guénon, hein, donc c'est René Guénon, le règne de la quantité. Au contraire, le fascisme a établi une chambre des corporations où les domaines, les professions et les vocations du pays étaient représentées sur la base de l'importance et des réalisations et non du nombre pur. Là, je vais faire une parenthèse parce qu'elle est importante pour les hommes de la tradition comme moi, pour la droite, c'est les hommes de la droite traditionnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas forcément moi-même un pur démocrate, d'accord? Alors là, il faut faire attention parce que certaines idées peuvent être de la synarchie. Alors la synarchie, je l'expliquerai après. Il y a une synarchie, on va dire, de droite et de gauche, hein, ce que j'ai mis dans les flèches du schéma que vous verrez. Bon, je ne sais pas à quel moment exactement je mettrai le schéma, donc je vous en parle tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous voyez bien qu'en France, on a revoté 2 fois pour Macron. Même s'il y a eu beaucoup d'abstention, mais l'abstention est un vote en soi. Donc ça veut dire que la quantité n'est pas la qualité. Désolé, le cadrage a peut-être un peu changé, etc. parce que j'ai eu un petit problème technique avec mon chat qui a énervé mes chiens, qui ont touché la caméra, etc. Bon, bref. Donc, je disais qu'il ne faut pas confondre la quantité et la qualité. C'est ça que veut expliquer, voilà, à travers l'œuvre de Guénon. Nous sommes dans le règne aujourd'hui de la quantité et de la production de masse. Hein. Il faut produire en masse et il faut du quantitatif. Et on a perdu la qualité. Et donc je disais que nous avons réélu Macron grâce à la quantité ou au manque de quantité, mais ce qui revient au même, parce que le vote blanc, enfin pas le vote blanc, mais l'abstention et le règne de la quantité également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas forcément moi-même pour une pure démocratie. C'est des choses importantes dont on va parler dans la politique, mais voilà, il faut s'interroger sur ce problème-là. Je ne suis pas non plus pour que le peuple n'ait pas son mot à dire. Mais il faut un équilibre entre les deux, c'est complexe, d'accord? Alors, pour Evola, oui, lui, il n'est pas vraiment démocrate, hein, au sens moderne du terme. Hein. Il pense qu'il faut une élite, mais
vous voyez, une élite, une bonne élite. Et c'est ça tout le problème. Dans la partie politique, on va parler de la Ve République. Mais la Ve République a été faite pour De Gaulle à partir de 58 quand il reprend le pouvoir. Elle est adaptée à un homme bon. Mais aujourd'hui, c'est Macron qui dirige. On ne peut pas comparer Macron et De Gaulle. Donc c'est donner trop de pouvoir. Le pouvoir il doit y avoir des contre-pouvoirs, mais pas trop non plus. Ouais, c'est complexe, mais on reviendra après. Alors je continue de citer Guénon. Dans un État traditionnel, l'économie est subordonnée à la politique. D'accord? Donc ça c'est important aussi, parce que c'est pas l'inverse. Malheureusement, chez certaines personnes, l'économie domine la politique. L'éthique et le religieux. Cet état psychologique est une maladie mentale. Ça, c'est un peu aussi le problème de la gauche aujourd'hui française, hein. Même une partie de la droite, qui ne comprennent pas que c'est pas l'économie qui doit diriger le monde. Même si l'économie libérale a du bon, elle doit être subordonnée à une éthique. Ça, c'est important. Ça, c'est aussi dans la tradition de la droite, hein. Moi, je ne suis pas de droite. C'est pour ça que j'avais du mal à me dire de droite, parce que je ne suis pas d'une droite ultra-libérale. Je reviendrai après. C'est important de comprendre. Il faut une éthique qui dirige supérieure. Et une planification également. Mais bon, je reviendrai après. Cet état psychologique est une maladie mentale. Un état sain est comme un homme sain. L'homme libre est un individu unifié et cohérent qui n'est pas dominé par le monde extérieur, physique, mais il est aussi différencié avec une hiérarchie correcte de l'esprit, de l'âme et du corps, à l'intérieur. La politique économique de l'État doit viser l'autarcie et la satisfaction de ses propres besoins et de ses sains désirs sans dépendre du libre-échange avec d'autres pays ou du capitalisme financier. D'accord? On y reviendra après. Tout comme un être humain en bonne santé évite de manger et de boire de manière excessive ou malsaine et fait de l'exercice de manière appropriée, une nation en bonne santé privilégie l'indépendance, la coopération et un moral quasi militaire plutôt qu'une prospérité et un consumérisme purement économique. D'une part, ou une planification économique centralisée et totalement contrôlée d'autre part. Vous voyez, c'est un juste milieu. Bon, on y reviendra après, mais vous voyez ces idées de juste et voilà, elles sont quand même très intéressantes. Bon, voilà, je termine sur cette introduction. Alors, gardez en tête que je vais souvent, peut-être, vous aurez peut-être l'impression que je vais me contredire, mais je ne me contredis pas vraiment. Regardez le schéma que je vais mettre ici en grand, puis après je le réduirai, comme ça vous l'aurez toujours, ou alors j'ai déjà mis, je ne sais pas, mais regardez le schéma, il est intéressant parce que il a le mérite, même si on peut le critiquer, de faire un bon résumé schématique. J'ai justement l'idée d'un schéma, c'est ça. Voilà. Alors, je rentre dans la partie historique. Alors, dans la partie historique, on va faire un petit point sur l'histoire de la politique, hein. Alors, et on va s'appuyer sur la Grèce, la Chine et la France, bien évidemment. Alors, en Grèce, d'après la psychologie d'orientation, alors là, c'est du wiki, hein, parce qu'il ce que je m'inspire de la méritocratie, hein, parce que pour moi, le système politique, comme vous voyez sur le schéma, idéal, c'est le système de méritocratie, bien évidemment, mais qui n'a jamais été appliqué en France ni en Europe, mais en Chine, par contre. Et avec Singapour, bon, on y reviendra après. Bon, d'après la psychologie de l'orientation, du professeur émérite en sciences de l'éducation Francis Danvers, qui écrit qu'aucune société humaine dans l'histoire n'est véritablement méritocratique. L'utopie de confier le pouvoir aux plus compétents trouve sa source chez Platon, avec la théorie du philosophe roi. Alors ça, c'est important parce que c'est quand même, ça devrait être notre objectif, n'est-ce pas? De donner le pouvoir à des gens intelligents, méritants, bons. L'idée que l'on se fait actuellement de ce terme est alors rendue par le mot aristocratie. L'aristocratie au sens premier du terme est bon, d'accord? Puisque ça vient du grec aristoi, les meilleurs, et kratos, le pouvoir. Donc on donne le pouvoir aux meilleurs. C'est très bien ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un système méritocratique ou aristocratique, mais dans une idiocratie. C'est les plus idiots, les plus incompétents qui ont le pouvoir. C'est le problème. Alors en Chine, très intéressant aussi, il y a ce qu'on appelle le système des mandarins. Et le système des mandarins, c'est vraiment un système méritocratique. Un système d'examens impériaux existait dans le recrutement des hauts fonctionnaires. Les étudiants s'y préparaient grâce à l'étude obligatoire d'ouvrages classiques, bon, Confucius, etc.
maître des lettrés privilégiait l'enseignement et des rites pour la formation de l'homme de bien destiné à servir l'État et à servir l'empereur, bien évidemment. La méthode utilisée par exemple de Comédie d'Aline était méritocratique dans le principe. Elle constituait en la sélection des talents plutôt par l'effort personnel que par l'origine sociale du candidat. Ce système créé en 605 sous la dynastie Sou est généralisé au XIVe siècle sous la dynastie Ming comme moyen de lutte contre l'aristocratie. Donc l'aristocratie autocratique, hein, d'accord, de clan, celle qui existe en France et en Europe. Certains chercheurs soutiennent que la méthode aurait directement inspiré la mise en place du processus docimologique des élections et des évaluations des fonctionnaires en Angleterre. Très certainement, très certainement. Même si chez les Vikings, enfin chez les Germains, il y avait un système de méritocratie, de l'homme libre. Hein. Bon, et ça a aussi influencé en France, parce qu'avec les concours, etc., sous Napoléon, il y a eu un système méritocratique. Mais le problème est qu'on se confronte très rapidement à un système de clan. Hein. Quand vous avez le pouvoir, vous avez tendance à vouloir le garder, et ça c'est un des problèmes, bien évidemment, général des systèmes démocratiques et autocratiques en général. Alors, il est important de noter que, bien évidemment, même aujourd'hui, la Chine communiste est toujours dans ce système méritocratique. Même si il y a des clans qui se disputent sur le pouvoir, parce que la Chine est un système politique complexe, le système des élections au niveau local qui remontent à la tête du parti fonctionne. Oui, Xi Jinping veut prendre le pouvoir jusqu'à sa mort sans doute, tout comme Poutine prend le pouvoir jusqu'à sa mort sans doute en Russie, et de même au Cambodge, c'est à peu près la même famille qui dirige. Mais est-ce un tort dans l'absolu ? Parce que tout au moins le Cambodge est un pays extrêmement libre pour l'homme individuel. Moi, je peux entreprendre, il n'y a pas beaucoup d'impôts, il y a une grande liberté, mais bien évidemment, comme j'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une démocratie, mais et alors? Et alors? Et là, je vais vous prendre un autre exemple qui est Singapour. Singapour, c'est certainement un des meilleurs systèmes politiques au monde. Bon, alors, c'est un peu comme la Suisse. Quand vous êtes un petit pays relativement riche, avec une bonne éducation, etc., c'est toujours plus simple, d'accord? Mais n'empêche que... Donc là, je vais vous citer... il y a eu, je vous mettrai le lien, il y a eu dans France Culture, qui encore de temps en temps font des choses bien, malgré leur dogme wokiste. Donc c'est sur l'ouvrage de Daniel A. Bell, que je mettrai aussi un lien. Elle estime que dans la propagande du régime, si vous voulez, de Singapour, les valeurs asiatiques de la méritocratie confucienne, alors oui, ça sert à légitimer un pouvoir qui est un monopole de pouvoir, d'accord, mais tout de même, à Singapour, il y a toujours un système de méritocratie, d'accord. C'est un système donc qui est décrit comme autoritaire, mais mesuré et de bonne gouvernance, offrant une stabilité politique et une efficacité économique. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant à prendre en tête, à garder en tête. Donc ça veut dire quoi? Il faut un État fort, pas forcément une démocratie au sens de la Suisse, où on vote toutes les 2 minutes, qui est aussi intéressant. Mais si vous avez un gouvernement qui est porté par le bien et avec un système de méritocratie où on peut s'élever avec une liberté économique relative, ce que je mets dans le schéma, eh bien ça peut fonctionner. Singapour en est la preuve. Mais une fois de plus, c'est un petit pays, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Mais c'est cet esprit asiatique, cet esprit confucéen qui demande un État fort, mais avec une véritable méritocratie, c'est-à-dire on peut s'élever dans la hiérarchie et atteindre de hauts postes. C'est l'appel d'air qui fait que le régime, même s'il y a un monopole, a du sang neuf et il est irrigué. Ce qui n'est plus le cas de l'Europe. Hein. Il n'y a plus d'irrigation. Hein. Vous voyez, nos élites,
c'est des morts-vivants en fait, hein. Ils sont totalement idiots, ils sont dans des dogmes politiques, ils ferment les yeux, ils ont des œillères, ils suivent les États-Unis à la lettre, ils se foutent de l'intérêt de leur propre peuple, tant qu'ils sont parce qu'ils sont dans ce narratif, ils sont dans un agenda qu'on leur impose, et ça leur convient très bien, puisque eux, cette petite caste, elle, vit bien et s'enrichit, continue à s'enrichir. Bon, voilà sur la partie un petit peu, si vous voulez, historique, et je terminerai sur des parties historiques avec le modèle américain, bien évidemment, puisque c'est le modèle américain qui est le modèle de la liberté, etc. Oui, il a sans doute existé. On peut toujours s'élever aux États-Unis par une réussite économique, etc. Ça, c'est vrai. L'entrepreneur américain est beaucoup plus libre que l'entrepreneur européen. Ça, c'est un peu le côté asiatique des États-Unis, qui a une influence asiatique assez forte. Mais, c'est un système de caste, parce que qui contrôle l'Amérique, c'est bien les WASP, c'est bien, et là je reviens à Hitler, c'est bien, n'oubliez pas que Ford a financé Hitler, c'était un très bon ami, qu'une majorité d'Américains WASP, même la famille Kennedy, qui était pourtant catholique, hein, le grand-père était ambassadeur à Londres, il soutenait Hitler aussi, beaucoup ont soutenu Hitler dans cette idée de créer une confédération WASP, qui aurait dirigé le monde, et n'oubliez pas que les États-Unis, c'est la nouvelle Israël, hein, les États-Unis ont été créés par une secte protestante, et qui est de fait le nouveau peuple élu, c'est la nouvelle alliance avec Dieu. Tant qu'ils ont gardé un esprit religieux, bon, bah, il y avait une certaine, là on va dire que c'est un peu Trump, tu vois, c'est tout ce truc-là, donc il y a une partie de l'État profond américaine qui est religieuse, mais qui tombe dans des extrêmes messianistes, et qui va rejoindre dans mon schéma la gauche qui va vers le bas, qui va vers l'homme nouveau, vers ce que Hitler avait proposé. C'est-à-dire en fait, que vous soyez religieux ou moderniste, dans cette synarchie mondiale, où l'homme nouveau doit être déconstruit et reconstruit, ça revient au même, hein. Le produit final est la même chose, c'est-à-dire qu'une élite va diriger et recréer l'homme à son image, à l'image qu'elle veut, d'accord, que ce soit la fausse image de Dieu ou la fausse image de l'homme supérieur sur l'homme inférieur, c'est la même chose, d'accord. Vous n'êtes plus dans la tradition, vous êtes dans le modernisme, vous êtes dans la déconstruction, dans la synarchie mondiale, vous êtes gauche et extrême centre, hein. Vous voyez comme dans le schéma, je mets gauche et extrême centre parce que c'est la même chose. Macron, il se dit de centre, mais c'est l'extrême centre, en fait c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. Donc voilà, l'esprit américain, il y a sans doute une partie un peu libérale au sens noble du terme, c'est-à-dire en fait où on peut se construire, où on peut réussir, on n'est pas... Mais quand vous arrivez en haut, il y a quand même une caste, hein. Il y a quand même une caste et c'est les WASP. C'est cette caste qui dirige aussi aujourd'hui l'Europe. Vous remarquerez que au haut niveau de nos élites, hein, de Gertrude, etc., il y a beaucoup d'Allemands, hein, de race, on va dire, plutôt nordique, hein. Tout comme, je fais une parenthèse, mais c'est intéressant, vous savez, là, j'ai vu sur Netflix, pas sur Netflix, pardon, je regarde plus Netflix, mais sur Amazon, que je regarde encore un peu, qui est un peu moins wokiste, mais quoique, le nouveau, c'est Seigneur des Anneaux. Alors, c'est très, au point de vue du film, c'est assez esthétique, c'est assez bien fait. Mais voilà, donc effectivement, il y a donc un melting pot général, c'est-à-dire il y a des nains noirs, il y a des nains asiatiques, il y a des elfes noirs, des elfes asiatiques, ça. Alors eux, je pense qu'ils sont allés franco, dans le sens où ils ont dit, bon bah très bien, pour pas qu'on ait de problème avec qui que ce soit, on mélange tout, bon pourquoi pas, mais tout de même, remarquez ça, hein, c'est important, tous les grands chefs, les dirigeants, quand vous allez chez le roi elfe ou je ne sais plus comment elle s'appelle, la femme, là, etc., l'héroïne, ce sont des blonds aux yeux bleus, hein. Donc il y a, si vous voulez, pour la base, on mélange tout pour faire plaisir à tous les trucs wokistes. Mais l'élite, elle reste bien dans les concepts qu'avait établis par Tolkien, qui ne sont pas des concepts racistes, hein, parce qu'il y aurait très bien pu avoir, je sais pas, un peuple noir dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas la question. C'est qu'en fait, c'est une tradition européenne, d'accord. Je rappelle que les hobbits sont les Anglais, que les elfes sont les Irlandais, et ainsi de suite. Eh bien, dans le roi des elfes, etc., où cette héroïne, bah, ce sont des Nordiques, hein, voilà. Ouais, vous voyez, ça c'est de la politique, hein.
On fait croire que oui, tout le monde est mélangé, mais non, les élites ne se mélangent pas. Nos élites ne se mélangent pas. Elles veulent que le peuple, lui, soit imposé par la force dans un mélange qui va tirer vers le bas. Eux s'en foutent. Et c'est aussi ce qu'avait pressenti Evola avec l'Église catholique, qui aujourd'hui se fout aussi. Elle veut des clients. D'accord. Donc si on remplace les Blancs en Europe par des Africains, pour des raisons politiques, parce qu'il faut repeupler, il faut une clientèle, bah, pour l'Église catholique, ça lui convient bien. Mais ça, ce n'est pas de droite, ça c'est de gauche. Vous voyez. Bon, voilà, je ferme cette parenthèse et nous rentrons justement dans cette transition vers la philosophie. Alors, c'est un peu compliqué à définir. Bon, vous avez le schéma qui va vous guider un peu dans le concept que j'établis ici. Pour moi, il y a deux synarchies, la synarchie de gauche et la synarchie de droite, et la synarchie mondiale et la synarchie nationale. Alors, je vais vous dire la chose suivante, et après je vais expliquer ce que moi j'entends par synarchie et méritocratie. La liberté, c'est connaître ses limites. Vous êtes libre quand vous connaissez vos limites. C'est ça la liberté. Parce que du coup, vous pouvez vivre dans votre espace de paix. Le concept d'espace de paix, il est important à comprendre, c'est connaître ses libertés. Connaître ses limites, pardon. Et les limites, et ses limites et les limites du groupe dans lequel on vit. D'accord ? C'est, par exemple, la France ne va pas attaquer la Russie. Macron, a priori, envoie des troupes en ce moment à Odessa, mais il n'y a aucun intérêt pour la France. C'est du n'importe quoi, ça. Donc ça, ce n'est pas un espace de paix. Ça, M. Macron suit un agenda de l'OTAN qui a décidé qu'il fallait détruire la Russie pour diverses raisons. Moi, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais bon, voilà. Donc, la liberté, c'est connaître ses limites et vivre dans ses limites. Et ça, c'est un espace de paix. Et il n'y a rien de plus problématique que de se croire ou de vivre hors limite, de vivre en dehors de ses propres limites. D'accord ? Parce que ça, c'est la souffrance. Donc, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que chacun doit avoir une place dans la société. L'égalité n'existe pas. On peut avoir une certaine équité, mais il faut respecter une certaine hiérarchie. C'est le sens de la tradition, à l'opposé du sens du communisme, de cette nouvelle société où il faut quasiment tuer tout le monde parce que l'homme parfait n'existe pas, et puis après on va créer l'homme parfait. Hein, mais l'homme parfait n'existera jamais. Ça, c'est important de comprendre. Donc moi, ce que j'entends dans la synarchie, c'est une idée politique dans laquelle chacun est à sa place et dans laquelle on sépare les pouvoirs. Alors, ça a été mal interprété, puisque si on applique ça dans un sens mondial, on va dire, oui, il y a une élite qui va diriger les autres, et puis les autres, c'est des idiots, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça, réellement, l'idée initiale. En tout cas, mon idée. D'accord ? C'est qu'il faut séparer les pouvoirs. Donc, je prends l'exemple qui a été donné par, on va dire, entre guillemets, pas l'inventeur, mais Saint-Yves d'Alvèdre, qui a écrit sur ce thème. Il donne l'idée suivante, enfin l'image suivante, c'est qu'en fait, dans une famille, vous avez l'autorité du père et l'autorité de la mère. L'autorité du père, on va dire, c'est la violence légale, donc c'est la force, donc la police, l'armée, etc. Et puis l'autorité de la mère, c'est l'autorité morale. Hein, c'est la tradition, l'enseignement, si vous voulez, ce sont les lois. D'accord ? Mais ces deux forces doivent être en compétition. D'accord ? Elles doivent s'équilibrer dans un rapport de force. Ça, c'est important de comprendre. C'est qu'aujourd'hui, Macron, il a tous les pleins pouvoirs. Il a le pouvoir policier et il a le pouvoir de la justice, parce que les juges sont aux ordres. D'accord ? Et quand, dans cette 5e République, je vous disais, qui avait été faite pour De Gaulle, qui donne beaucoup de pouvoir au président, aujourd'hui trop, mais parce qu'il est mauvais. Si jamais nous avions un nouveau De Gaulle, ça serait bien. Comme dans un système chinois, comme dans le système confucianiste, comme à Singapour. Un État fort n'est pas une mauvaise chose. Trop de démocratie est une mauvaise chose. Regardez, on a réélu Macron. Vous voyez, c'est complexe. C'est des équilibres complexes, mais c'est important de comprendre. Donc moi, je distingue synarchie de gauche, qui est une synarchie mondialiste, avec tous les travers du mondialisme, du wokisme, de la déconstruction, etc., etc. Et vous avez la synarchie un peu de la tradition. Alors oui, les deux ont été créés par des francs-maçons, hein, il faut le reconnaître. Mais une fois de plus, on fait toujours du mal au nom du bien. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'a décidé que
qu'on va faire du mal au peuple. Même Macron pense faire le bien. Vous voyez, tout est complexe. Il n'y a pas un complotisme, enfin je veux dire, il n'y a pas un complot contre le peuple, etc. Ce sont des mouvements qui avancent plus ou moins, parfois en concordance, parfois en synergie, qui se rejoignent, etc. Il y a des tendances, il y a des tendances. Alors la tendance, oui, générale du monde, elle est au contrôle de la population parce que la technique le permet. Comme nous sommes dans une société ultra technique, eh bien, ça permet de contrôler les gens. Mais ça, c'est une tendance générale. Même si De Gaulle était toujours vivant, imaginez que De Gaulle se réincarne aujourd'hui, etc. Ben, il utiliserait certainement, ben, lui peut-être directement, mais il y aurait des outils modernes de contrôle qui seraient appliqués. D'accord ? C'est pas tellement ça qui est en question. C'est le but final. C'est la différence entre la gauche et la droite, comme vous voyez sur le diagramme, c'est que la droite de la tradition, elle ne veut pas créer un homme moderne. Elle veut rester dans une tradition, dans un bon sens. C'est-à-dire, en fait, même si vous n'êtes pas croyant, il faut être humble. Nous ne sommes que de passage sur cette planète. Nous sommes que des passeurs. Nous n'avons rien inventé. Il y a un collectif tout de même qui existe dans une culture. Cette idée asiatique est très profonde et très importante. Hein. Nous fêtons le Chunben ici. Priez pour vos morts, priez pour vos ancêtres. Si vous perdez connexion avec vos ancêtres, avec votre famille, vous allez aller dans le modernisme le plus fou, le plus total. Et là, on va tout déconstruire pour reconstruire. Il faut tuer la moitié de la population mondiale pour refaire un monde meilleur, utopique. Eh bien, faisons-le. Certains ont essayé. Hitler a essayé. Pas Staline, parce que Staline, lui, il a arrêté cette folie. Hein. Il a créé un État fort totalitaire, certes, mais il a mis fin à cette idée folle du mondialisme et de l'homme nouveau. Bon, je ne mets pas Staline, hein, bien évidemment, dans mon panthéon des démocraties et les meilleures, même si je ne suis pas forcément démocrate, mais vous comprenez l'idée. Voilà. C'est que ces mouvements messianistes, qu'ils soient religieux, je le redis, comme aux États-Unis, ou purement transgénique pour l'homme nouveau, en fait, c'est la même idée, d'accord ? C'est de rendre l'homme parfait. Cette idée est fausse. Dans la tradition, personne ne veut rendre l'homme parfait. Au contraire, il faut comprendre et connaître ses limites, c'est notre liberté. Nous serons libres en connaissant nos limites. C'est la seule liberté qui existe. Et donc, dans une certaine sens de la synarchie, chacun a sa place, chacun a son mérite. Un idiot ne doit pas diriger le pays. Et ça, c'est problématique parce que c'est la société dans laquelle nous sommes dans l'idiocratie. Bon, voilà un peu pour des notions de philosophie. Donc c'est important de comprendre, avec le schéma que je vous ai mis, l'idée de la droite et de la gauche. La droite, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Mais alors, j'en fais une parenthèse. Dans cette droite que je définis, il n'y a pas de place au capitalisme bourgeois. Il faut savoir investir son argent. L'argent ne doit pas dormir à rien faire. L'argent, c'est le sang de la société. Il doit circuler. On doit investir. Et là, il faut obliger les gens à le faire s'ils ne le font pas. Et investir dans la nation pour le bien collectif, pour le bien commun. C'est pour ça que j'ai mis en premier titre dans l'espace de paix, j'ai mis souverainisme. Et un souverainisme collectif. Parce que c'est l'idée d'un protectionnisme, mais de tout le monde, des plus forts et des plus faibles. Même s'il y a une hiérarchie dans la société, parce qu'elle est nécessaire, elle est naturelle, c'est pas pour ça qu'on laisse tomber les plus faibles. D'accord ? On doit protéger tout le monde. Et c'est bien pour ça également qu'il faut un libéralisme adapté. La liberté d'entreprendre, la liberté individuelle de faire, de penser, d'agir, est primordiale. D'accord ? Mais il faut qu'elle soit cadrée. Tout doit être dans du bon sens. C'est pas la liberté pour la liberté. C'est pas la déconstruction pour la déconstruction. Nous sommes imparfaits. Nous devons vivre dans la limite, dans nos limites, et en avoir conscience. Je ne suis pas je ne suis pas un grand philosophe. Je ne vais pas révolutionner le monde, et je dois le savoir. Donc je vis dans mes limites. Il faut être humble. D'accord ? Le problème, c'est que si vous perdez la notion de vos limites, vous perdez la notion d'un individu humble.
vis-à-vis de quelque chose de supérieur, mais même si vous n'êtes pas croyant, je le redis, c'est vis-à-vis d'un collectif à ce moment-là. D'accord? C'est la même chose. Donc nous rentrons dans la politique maintenant, après cette partie philosophique. Eh bien, quel serait le meilleur système politique? De quoi avons-nous besoin? Bon, vous avez le schéma, vous avez compris vers où je veux tendre. Moi, je veux tendre vers une droite traditionnelle, de bon sens, dans laquelle il y a une hiérarchie. Je ne suis pas forcément un pur démocrate, même si le peuple doit voter et s'exprimer, etc., sur des points qu'il peut maîtriser. Moi le premier. Demain, si on me pose des questions sur, je ne sais pas moi, la politique, la meilleure politique sanitaire, etc., j'ai un peu de bon sens là-dessus, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, etc. J'ai mes idées, etc., mais il faut quand même laisser faire les meilleurs. Mais sans dogme politique. Hein. Ça, c'est important aussi, parce que nous sommes entrés dans l'ère du dogme, dans l'ère de l'idiocratie. Bon. Donc, qui pour nous diriger? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, entre Mélenchon et Le Pen, et en passant par Zemmour, je ne parle pas de Macron, hein, qui pour nous diriger? Ciotti. Mais pourquoi pas, mais tant que ces gens-là n'accepteront pas certains faits économiques, alors, une fois de plus, ce n'est pas l'économie qui dirige l'homme, hein, mais tout de même, si on veut commencer à être souverain, il faudrait peut-être commencer par sortir de l'euro. Il faudrait peut-être commencer à reprendre une indépendance économique et monétaire surtout. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Qui pour nous diriger? J'ai vu que Onfray voulait faire une liste pour les européennes. Il a changé d'avis, parce qu'avant il ne voulait pas faire de politique. Bah, c'est une bonne chose, pourquoi pas? Alors le problème fondamental dans lequel on est aujourd'hui dans la Ve République, c'est fondamentalement également un problème de parti. Parce que Mélenchon aurait très bien pu faire une alliance avec Le Pen sur certains points, sur le souverainisme par exemple. Non, ils ne peuvent pas parce que c'est des problèmes de chapelle, de parti. Vous croyez que c'est intelligent ça? Non, ça a permis de remettre Macron au pouvoir. Alors les gens de Mélenchon disaient qu'ils ne pouvaient pas voter pour Le Pen, donc ils votaient pour Macron, mais tout en protestant. Mais ça n'a aucun sens, c'est ridicule, c'est de l'idiotie pure, c'est de l'idiocratie, ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est le règne de l'imbécilité. Voilà, donc ça c'est les querelles de partis, de chapelle. Donc avons-nous besoin de partis politiques aujourd'hui pour essayer de sauver la France? Peut-être pas. Et ça, je rejoins donc Guénon, ou plutôt Evola, parce que Guénon, c'est un peu un extrémisme de la tradition, je vous en parlerai après. Mais avons-nous besoin de partis politiques? Non, je ne pense pas. Et Evola, d'ailleurs, écrit dans son livre une chose intéressante, c'est que c'est plutôt la gauche qui a des noms avec parti. Parti de gauche, le parti communiste, etc. Et la droite, elle a des noms sans le mot parti. Hein, voilà, ça c'est assez intéressant à voir. Enfin bon, ça c'est une anecdote, mais donc je pense qu'il faut aller au-delà des partis politiques maintenant. Hein, on n'a plus le temps. Macron, ça a été une arnaque totale, maintenant je pense qu'on l'a compris, puisque lui travaille pour la synarchie mondiale, donc lui veut une élite, mais une élite malsaine, il veut contrôler la population, lui il est dans cet agenda-là, et détruire l'Europe, hein, ça ne le dérange pas, puisque après la destruction viendra l'homme nouveau, hein, ce qu'on a défini tout à fait au début par le terme allemand, le Weltsteinsturm, hein, l'homme nouveau, on va reconstruire, c'est pas très grave, quitte à supprimer la moitié de la population, ou quitte à remplacer la vieille Europe par une jeunesse africaine, peu importe pour eux. Et peu importe, nous sommes des clients, hein. Nous sommes des statistiques. Nous sommes entrés dans l'ère du modernisme, dans l'ère, comme disait Guénon, de la quantité, l'ère de la quantité, du quantitatif, des statistiques, des chiffres. Alors voilà, c'est ainsi que je vais un peu terminer sur l'idée fondamentale et l'exemple de Singapour. Il faut un État fort, souverain, d'accord, mais collectif, au sens un peu asiatique du terme, avec un système de méritocratie. Les meilleurs doivent pouvoir s'exprimer.
Il faut du renouveau dans le sang. Et vous voyez, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les virus. Nous avons besoin de virus. Donc nous avons aussi besoin d'apports extérieurs. Mais il ne faut pas que le virus devienne pathogène. Il faut du sang nouveau. Ça, c'est important. La France n'attire plus d'élites. Les élites, elles vont à Singapour. Elles vont à Hong Kong, en Chine, toujours aux États-Unis. Mais plus en France. Donc nous n'avons plus de véritable élite. C'est aussi un des problèmes. Donc là, je vais vous citer un petit peu de Guénon. C'est ainsi que si le monde moderne, considéré en lui-même, constitue une anomalie et même une sorte de monstruosité, il n'en est pas moins vrai que, situé dans l'ensemble du cycle historique dont il fait partie, et correspond exactement... désolé, petit incident technique de batterie. Donc je disais que j'allais terminer la partie politique, lisant un texte de Guénon, sur justement son abandon de la politique en quelque sorte, qui, je pense, va parler à beaucoup de gens qui ne votent plus. Et après, je ferai la contre-analyse. Si le monde moderne considère en lui-même constitue une anomalie et même une sorte de monstruosité, le monde moderne, il n'en est pas moins vrai que, situé dans l'ensemble du cycle historique dont il fait partie, il correspond exactement aux conditions d'une certaine phase de ce cycle, celle que la tradition hindoue désigne comme la période extrême du Kali Yuga, c'est-à-dire la fin des temps. Ce sont ces conditions résultant de la marche même de la manifestation cyclique qui en ont déterminé les caractères propres. Et l'on peut dire à cet égard que l'époque actuelle ne pouvait pas être autre que celle qui est effectivement, c'est-à-dire le Kali Yuga. Donc pour René Guénon, c'est même plus la peine de lutter. Il faut s'isoler, ce que certains Français ont commencé à faire. Désolé. Il y a un magasin de Harley à côté. Donc, que certains font, c'est-à-dire créer notre propre espace de paix, c'est-à-dire on se retire du monde de la politique et on vit entre soi, etc. Mais ça, effectivement, comme l'explique bien le capitaine Juvingue, ça n'aura qu'un temps, puisque à un moment donné, ils iront vous chercher au fin fond de la forêt. Ils iront vous chercher au fin fond de la forêt pour que vous rentriez dans l'ordre établi du narratif de la gauche. Donc, je pense qu'il ne faut pas abandonner la politique. Et c'est là où je veux en venir. C'est que même si vous avez l'impression que c'est foutu d'avance, c'est pas vrai. Regardez la Suède, regardez l'Italie. Alors, je ne sais pas ce que ces gouvernements vont faire. Ça se trouve, ils vont aussi rentrer dans le rang parce qu'il y a peut-être de telles pressions à haut niveau dont nous n'avons pas conscience que nous verrons. Mais il faut lutter. Il faut lutter. Il faut lutter. Il faut essayer de mettre en place un système de méritocratie. Même si nous n'avons pas le président... bon, là, je rentre dans la conclusion. Il faut lutter. Même si nous n'avons pas en ce moment le meilleur des présidents possibles et imaginables, hein, parce qu'entre un Mélenchon, une Marine Le Pen et un Zemmour, je vois pas trop l'intérêt. Éventuellement, ce que voudrait faire Zemmour, c'est-à-dire une alliance avec Ciotti et refaire ce qu'ont fait les Suédois, c'est-à-dire une droite jusqu'à l'extrême droite avec une notion de droite. Bon, pourquoi pas, mais il faudrait que Ciotti réfléchisse et puis que Zemmour arrête un petit peu sa fixette sur l'islam, qui est la deuxième religion de France. Voilà, il faut vivre avec son temps. Mais par contre, les deux doivent ouvrir les yeux sur l'euro. Parce que même si l'économie doit être subordonnée à la politique, si on ne sort pas de l'euro, je ne vois pas comment on va reprendre le pouvoir sur notre destinée. Et là, donc, je rejoins à 100% les analyses de Charles et Emmanuel Gave. Il faut sortir de l'euro. Et ça a été la trahison de Zemmour. C'est que comment faire sans sortir de l'euro? Comment faire? On est complètement pris et mains liés. Et nous, on a besoin de dévaluer le franc pour être compétitif. Bon, je ne vais pas entrer dans des domaines économiques parce que ce n'est pas le sujet là, même si l'économie fait partie de la politique, bien évidemment. Et que je suis loin d'être un expert économique, donc je risque de dire des bêtises. Je
je vais terminer cette notion de politique sur la méritocratie qui est tellement importante à mon sens. Du sang nouveau, il faut rejeter cette caste bourgeoise établie par une sorte de révolution, si possible politique, électorale. Mais bon, moi j'ai voté pour l'UPR, alors Asselineau, il a des très bonnes idées, etc., mais il n'est pas présidentiable, il faut qu'il ait conscience de ses limites. Je pense qu'il a conscience maintenant, mais bon, vous savez, c'est compliqué de rester modeste. Zemmour, j'ai voté pour lui, mais sa fixette sur l'islam me dérange, c'est quelque chose qui devient de l'obsession, ça c'est son côté israélite. Je veux dire, nous ne sommes pas Israël, donc nous sommes la France, et la France doit accepter l'islam, qui est là, qui est présente, on ne va pas la rejeter. Alors bien évidemment, il faut la subordonner à l'idée de république, on est d'accord. Il ne faut pas faire ce dogmatisme à la Mélenchon. Il faut lutter contre une certaine forme de remplacement et de créolisation. Mais il faut vivre dans son temps. Donc moi, personnellement, là, je ne vois pas trop pour qui voter maintenant. Bon, je voterai par intelligence politique, mais voilà, c'est vrai qu'il manque une figure. Il manque une figure. Alors peut-être on ferait, je ne sais pas, s'il se présente, ou un front commun, quelque chose avec plusieurs hommes politiques pour faire front à cette folie dans laquelle nous allons, dans ce gauchisme généralisé, ce mondialisme qui va rejoindre les pires idées de l'hitlérisme. Donc moi je suis personnellement plus pour une droite traditionnelle presque néo-fasciste, hein, au sens d'Evola, c'est-à-dire un État fort, mais qui a un système de méritocratie où les meilleurs peuvent s'élever, où le sang neuf tourne, où l'économie tourne. Je suis contre la mentalité bourgeoise capitalistique dans le sens de garder son capital à la Louis de Funès, un l'avare. L'argent doit circuler, c'est un moyen, pas une finalité en soi, etc., etc., etc. Donc là, je vais vous parler d'une chercheuse du CNRS, Agnès Van Zaten, qui est une sociologue spécialisée des questions d'éducation, parce que l'éducation est primordiale, hein, ça dans Espace et Paix, je le redis, hein, c'est les 3 E, c'est espace, éducation, énergie. Hein, c'est d'actualité aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte sur ces questions d'éducation et de méritocratie? Si l'on entend par méritocratie un système dans lequel les positions sociales sont attribuées exclusivement en fonction des valeurs de chacun, celle-ci étant mesurée de façon objective par des instances et des acteurs incontestables qui seraient dans les sociétés où s'est imposée la forme scolaire, l'école et l'enseignement, il est évident que la méritocratie n'a jamais existé en France ni dans d'autres systèmes de contextes nationaux, en dehors peut-être de la Chine, comme je vous l'ai dit, et de Singapour aujourd'hui. Donc ça n'a jamais existé en France. Nous ne sommes pas dans un système, peut-être un peu sous Napoléon, mais nous sommes dans un système de caste. Et ça, Frédéric Delavier, que j'aime bien aussi par ailleurs, le dit souvent. Nous sommes dans un système de caste. C'est-à-dire, en fait, il y a un petit club, et puis ça tourne en boucle. Et ils ne veulent pas de sang nouveau, en réalité, ou très peu. Vous voyez, c'est des vieux c'est des vieux bourgeois. Ouais, c'est des vieux bourgeois capitalistes. Ouais, bon, ça c'est mon côté révolutionnaire qui ressort. Mais bon, même si aujourd'hui je vais dire que je suis de droite dans le sens sociologique, c'est pas la droite bourgeoise que j'appelle. Hein. Vous l'avez compris. Toutefois, alors c'est toujours, je continue de citer cette chercheuse, toutefois, si l'on considère de façon moins abstraite et plus sociologique, que la méritocratie est principalement un principe de justification et un ensemble de dispositifs au travers desquels l'école, en tant qu'institution, les enseignements en tant que groupe professionnel visent à exercer un pouvoir important sur la société en jouant un rôle important dans la sélection des meilleurs, il est possible d'étudier alors empiriquement l'étendue de son influence. Ça, c'est Napoléon. Et je terminerai sur cette idée-là, c'est que il nous faut un nouveau Napoléon, ou un nouveau De Gaulle, si vous voulez, dans lequel le système de la méritocratie et de la droite au sens sociologique fonctionne. C'est-à-dire un État fort, souverain, mais souverain mais collectif. On laisse personne en rade, d'accord? Avec une idée de planification, c'est-à-dire un État fort qui donne des lignes directrices dans lesquelles il faut aller, et ensuite qui laisse faire une économie libérale, mais contrôlée, de bon sens, pas de l'ultralibéralisme,
une économie adaptée, qui doit suivre certaines directives. Ce qu'a fait par exemple, ce qu'ont fait les fascistes, Mussolini a remonté totalement l'économie italienne. Hein. On a tendance à ne pas regarder les aspects économiques, hein, mais il l'a fait. Donc un État fort avec des idées conservatives, un respect, si vous voulez, des hiérarchies, mais par le mérite, et le tout dans un système humble où chacun connaît ses limites et où nous n'avons pas l'arrogance de nous prendre pour Dieu ou des dieux. Que vous soyez, je le redis, croyant ou pas croyant, ça n'a pas d'importance. C'est qu'il faut rester humble, nous sommes de passage sur Terre, et comme je disais dans la vidéo sur les virus, la mort, notre mort, est le renouveau de notre société. Parce que d'une part, nous laissons notre place, et ensuite, c'est grâce à l'enfantement, à la création de la vie, et aux accidents, aux itérations, aux améliorations, qu'une nouvelle génération, normalement mieux adaptée, va naître et nous remplacer. C'est tout l'inverse, ça c'est le monde de la tradition. C'est tout l'inverse du monde gauchiste, du modernisme et du transhumanisme, ou même du messianisme en général. Accepter l'homme tel qu'il est, nous sommes des êtres faibles, imparfaits, souvent arrogants, mais si nous en avons conscience et que nous acceptons de vivre dans la liberté qui est notre espace de paix limité, qui a une limite, la liberté a une limite, la liberté, les limites de notre liberté, c'est nous-mêmes, c'est nos compétences, c'est rester humble et laisser un meilleur faire ce que je voudrais faire. Nous avons tous l'espoir, bon, là l'orage arrive, je vais bientôt arrêter, nous avons tous le rêve d'être le meilleur, mais non, non. Laissez faire les meilleurs. Et acceptez-le dans la joie et l'amour. C'est comme ça que vous serez libre. Et c'est comme ça qu'un système politique doit naître. C'est-à-dire un système de valeurs, de respect, avec une hiérarchie, mais une hiérarchie du mérite et non pas du clan, du système, des lobbies, et non pas non plus du capitalisme bourgeois qui sommeille l'avare. L'argent est fait pour circuler dans la société. On laisse personne en rade, mais on veut un souverainisme fort, un État fort. La notion de parti, je pense, est complètement désuète. Nous avons des technologies pour faire des votes plus interactifs, plus intelligents. Mais une fois de plus, votons pour ce qu'on comprend. N'allons pas demander aux Français de résoudre des problèmes scientifiques, de haut vol, etc. Mais par contre, nous avons notre mot à dire sur la politique de tous les jours. Si on veut faire la guerre à la Russie, il faudra peut-être consulter le peuple. Hein, voilà, donc il faut une démocratie interactive, mais adaptée. D'accord? Adaptée et laisser faire les meilleurs. Si nous sommes dans un système où nous restons humbles, où personne n'a l'arrogance de tout connaître et d'imposer aux autres des idées souvent farfelues et folles et mauvaises, ce système devrait pouvoir fonctionner. Alors, appelons-le comme on veut, appelons ça une 6e République, appelons ça une synarchie, appelons ça un système moins démocratique, plus autoritaire, peu importe. Vous avez des concepts, je vous ai donné les idées, après à vous de réfléchir, c'est une base, mais en tout cas, il ne faut pas perdre goût à la politique parce que la politique, c'est la vie, c'est nous, c'est notre indépendance, c'est notre volonté de puissance. La politique, c'est la vie. Nous l'avons léguée, nous l'avons laissée et regardez le résultat. Macron réélu. L'Europe, Gertrude menaçant l'Italie. Parce que ça ne rentre pas dans l'agenda, son agenda, de cette petite élite, de ce groupe qui vivent, eux, en autarcie et entre eux, entre soi. Hein, cette caste supérieure qui est le résultat de cette gauche ultra-violente qui veut redéfinir l'homme, qui veut nous transformer, quitte à nous détruire pour mettre en place ce qu'ils veulent, ce qu'ils estiment le meilleur. Transformer la nature, transformer l'homme, eux-mêmes devenir sans doute immortels. C'est tout le contraire de la tradition. Merci beaucoup. À très bientôt.